Le Mont Saint-Michel. À la fois forteresse, abbaye, prison, il a cumulé les fonctions et fait partie des sites religieux, mais aussi des places fortes historiques les plus connues au monde. Bâti entre ciel et mer, il possède une silhouette qui ne laisse pas indifférent. Au fil de l'histoire, notamment au Moyen-Âge et pendant la guerre de Cent Ans, le Mont Saint-Michel a servi de refuge et de bastion imprenable contre les assaillants anglais. Et c'est justement ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Plus particulièrement l'histoire de ces soldats qui ont résisté face aux Anglais à de multiples reprises. De ceux qui ont combattu afin que le Mont Saint-Michel garde son titre de forteresse imprenable. Et pour nous aider, au cours de ce documentaire, nous allons avoir l'honneur d'échanger avec David Fiasson. Il est auteur, enseignant et historien. Il a récemment écrit un livre, Le Mont Saint-Michel, dans la guerre de Cent Ans, qui sera disponible le 22 janvier 2026. Vous pouvez déjà le précommander un peu partout, et les liens sont dans la description. Il avait déjà publié d'autres ouvrages et articles au cours de sa carrière. Notamment, ses travaux sur le Mont Saint-Michel à la fin du Moyen-Âge ont même été récompensés par le prix Louis d'Estouteville. Et retenez bien ce nom, car vous en apprendrez beaucoup sur cet homme tout au long de ce documentaire. Autant vous dire que David est un expert sur le sujet, et c'est grâce à lui que l'on va en apprendre beaucoup plus sur le contexte de cette forteresse dans la guerre de Cent Ans. Et surtout le cœur de notre histoire, le siège du Mont Saint-Michel. Comment le mont a-t-il résisté face à une armée, et comment a-t-il pu tenir tout ce temps malgré les multiples tentatives d'invasion? C'est ce qu'on va découvrir dans ce documentaire. Je m'appelle Damien, et je vais vous raconter une histoire. Tout d'abord, reprenons les origines du conflit. En 1337, deux royaumes s'affrontent pour une même couronne. La France et l'Angleterre s'engagent dans un conflit qui va durer plus d'un siècle. Conflit qu'on appela par la suite la guerre de Cent Ans. Tout commence à la mort du roi Charles IV, dernier des Capétiens directs. Le trône se retrouve donc vacant, mais deux prétendants s'avancent. Philippe VI de Valois, cousin du roi défunt, et Édouard III d'Angleterre, son neveu. Le problème, Édouard est anglais, et selon la loi salique, une femme et donc son fils ne peut hériter du trône. Plus clairement, Édouard III est le fils d'Isabelle de France, elle-même fille de Philippe IV le Bel, et d'après la tradition des Capétiens, la couronne de France ne peut pas passer par les femmes. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Les Français avaient peur d'une ingérence étrangère et possiblement d'une fusion ou domination par l'Angleterre. Les juristes et barons français mettent donc en avant cette règle coutumière capétienne. Philippe VI devient donc roi de France, mais Édouard III n'a pas dit son dernier mot. Il revendique la couronne de France et c'est ainsi que la guerre commence. L'Angleterre débarque en France, et dans les premiers temps, ils remportent de grosses batailles et envahissent bon nombre de territoires. Des batailles décisives comme celle de Crécy en 1346, les Anglais, composés de 14 000 hommes dont 3/4 des archers, massacrent la cavalerie française et ses arbalétriers, composés d'à peu près 25 000 hommes. Après la mort de Philippe VI en 1350, c'est Jean de Lebon, son fils, qui reprendra le trône, jusqu'à sa capture dans une autre bataille décisive à Poitiers en 1356. Durant le combat, le roi de France est capturé et le pays fait face à une humiliation nationale. Et peu à peu, le royaume s'effondre. Face à la domination anglaise en 1360 est signé le traité de Brétigny. Mais c'est alors que durant la captivité de son père, Charles V, nouveau roi de France, confie ses armées à son général, Bertrand du Guesclin, et chasse les Anglais de la plupart de leurs conquêtes. La France se relève pas à pas, et le pays respire enfin. Jusqu'à ce que la folie du roi Charles VI, successeur au trône de 1380 jusqu'à sa mort en 1422, et la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon replonge la France dans le chaos. En 1415 vient la bataille très connue d'Azincourt, nouvelle défaite française. Rouen tombe en 1419, Caen, Bayeux, Avranches et la plupart des places fortes normandes.
Henri V d'Angleterre impose le traité de Troyes en 1420. Il devient donc héritier du trône de France. Mais au milieu des ruines, certains lieux tiennent bon. Le Mont Saint-Michel. Perché entre ciel et mer, le Mont Saint-Michel n'est pas seulement une abbaye. C'est une forteresse, refuge de moines et de soldats fidèles au roi de France. Les rois capétiens l'ont protégé et enrichi. Il est donc au fil du temps devenu un symbole de la France chrétienne. Après la victoire anglaise d'Azincourt et la prise de la Normandie, le Mont Saint-Michel devient l'un des derniers bastions français libres. En 1420, le traité de Troyes déshérite le dauphin Charles, futur Charles VII, au profit du roi d'Angleterre, Henri V, comme je vous l'ai dit précédemment. En revanche, le mont demeure fidèle au roi de France, et devient un îlot de résistance française au milieu d'une Normandie anglaise. À partir de 1423, les Anglais, maîtres de la Normandie, veulent donc s'en emparer. Mais avant d'en arriver là, faisons un point. Comment le Mont Saint-Michel a-t-il été fondé ? Et comment est-il devenu, dès le Moyen-Âge, un lieu à la fois religieux et stratégique ? Alors en fait, l'origine du Mont Saint-Michel n'est pas très bien connue parce qu'on ne possède que deux textes qui sont assez postérieurs à sa création. Un texte qui a été écrit 100 ans après et un autre qui a été écrit 300 ans après. Donc, oui, ça fait déjà des écarts. Alors le premier texte nous dit que l'archange Saint-Michel, qui est l'un des trois anges qui sont nommés dans la Bible, Gabriel, Raphaël et Michel, c'est trois anges nommés dans la Bible. Michel, c'est le chef des anges, c'est l'archange, et il est censé être apparu à l'évêque de la ville la plus proche du rocher du Mont Saint-Michel, qui s'appelle Avranches. Et il lui demande de lui édifier une église sur ce rocher. Alors évidemment, c'est quand même très compliqué de construire une église sur un rocher perdu au milieu des eaux, et donc Saint-Aubert, l'évêque d'Avranches, se fait tirer l'oreille et refuse de passer à l'action. Michel réapparaît plusieurs fois jusqu'à obliger Saint-Aubert à construire cette église. Et on a même un texte plus récent qui nous dit au XIe siècle que Saint-Michel a fini par taper avec son doigt sur le crâne de Saint-Aubert en lui disant « Va me construire absolument cette église sur ce mont ». Et ce serait l'explication du trou qui est encore observable sur le crâne de Saint-Aubert. La relique est parvenue jusqu'à nous. Et cette relique, c'est un crâne avec un trou. Donc, probablement qu'en fait, Saint-Aubert a été trépané, il a subi une opération chirurgicale en 708, quand il était vivant, dans les années 710 par exemple. Mais quand les moines redécouvrent ce crâne percé d'un trou, ils ne savent pas comment l'expliquer, et donc ils se disent c'est Saint-Michel qui lui est apparu et qui lui a fait construire ce sanctuaire sur le rocher du Mont Saint-Michel, qui n'est pas du tout une forteresse à l'origine. Il faut bien le dire. Au temps mérovingien, le site n'a aucune importance stratégique, c'est un sanctuaire desservi par des chanoines qui sont remplacés par des moines bénédictins en 966, et c'est un lieu de pèlerinage. Il y a des pèlerinages qui sont attestés à partir du Xe siècle, notamment pour aller voir le fameux crâne percé dans le trou. La forteresse, il faut vraiment attendre assez tardivement le début du XIIIe siècle pour que un personnage que tout le monde connaît, Jean Santerre, qui est le fameux méchant prince Jean de la légende de Robin des Bois, à cette époque-là, il est duc de Normandie et roi d'Angleterre. Il possède la région et il installe une garnison au Mont Saint-Michel, il y fait des fortifications, il construit un rempart, mais cette garnison anglaise est balayée en 1204 par les Bretons qui, à l'époque, sont alliés du roi de France. Le Mont Saint-Michel est pris d'assaut et ça se passe assez mal. D'ailleurs, il y a un incendie. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que le mont est une forteresse, mais il n'était pas du tout à son origine. Comme vous avez pu l'entendre, le Mont Saint-Michel n'est pas arrivé là par hasard. Au début, Saint-Aubert érige donc un oratoire au sommet du mont. Et c'est au fil du temps qu'il se construit peu à peu et en devient à la fois un sanctuaire, mais aussi une forteresse. Mais avant même que les Anglais tentent de s'en emparer en 1424, et une seconde fois en 1434, nous devons comprendre une chose. Quand la guerre de Cent Ans éclate en 1337, quelle est la situation du mont et comment ce lieu, à la frontière entre les territoires anglais et français, se retrouve-t-il au cœur du conflit ? Alors, j'ai laissé le mont au XIIIe siècle, où les Français en ont fait la conquête. Au XIIIe siècle, il n'y a plus de garnison permanente au Mont Saint-Michel. D'ailleurs, les moines sont très contents de la conquête française, parce que ça les débarrasse de la garnison que les Anglais y avaient installée. Et les choses ont vraiment changé quelques années avant la guerre de Cent Ans. En 1324, le roi de France, qui s'appelle à l'époque Charles IV le Bel, c'est le dernier roi capétien, c'est les rois maudits de Maurice Druon, le dernier des rois maudits,
il met en défense toute la côte de la Manche, du Mont-Saint-Michel jusqu'à Calais. C'est-à-dire que dans chaque port, il y aura une petite garnison. Alors c'est vraiment des effectifs minimes, hein. Au Mont-Saint-Michel, il y a un capitaine, un chevalier et 5 sergents. Vous voyez, il n'y a même pas 10 soldats, c'est vraiment une toute petite Oui. garnison. Et c'est simplement sécuriser le site, éviter qu'il soit pris par surprise et gagner du temps pour attendre une armée de secours à la rescousse si jamais il y a besoin. C'est plutôt une force de retardement qu'une force de résistance à proprement parler. Cela dit, en fait, le monde n'a pas grand-chose à craindre au début de la guerre de 100 ans, dans les premières décennies. Bon, il y a des chevauchés, hein, les Anglais débarquent en Normandie, ils font donc des chevauchés, des raids de pillage, donc ils brûlent des manoirs, des granges qui appartiennent au Mont-Saint-Michel, mais vous voyez, c'est des dommages collatéraux en quelque sorte. C'est pas vraiment, le monde n'est pas une cible de guerre à cette époque-là. Les choses vont changer dans les années 1350 avec l'éruption d'un personnage qui une légende noire dans l'histoire, Charles le Mauvais, un surnom très flatteur, Charles le Mauvais, le roi de Navarre, et c'est un prince normand. En fait, sa famille est originaire d'Évreux, il possède des terres à Évreux et aussi dans le Cotentin. Le Cotentin, c'est l'actuel département de la Manche, hein. Oui. Le Cotentin, ça correspond grosso modo au département de la Manche. Donc il est vraiment aux portes du Mont-Saint-Michel. Et là, le Mont-Saint-Michel se retrouve, place fidèle au roi de France, juste à la frontière, non pas des Anglais mais des Navarrais. Je le dis, la différence entre les deux, je pense que les soldats ne voyaient pas trop la différence. Ils considéraient les Navarrais comme des traîtres alliés aux Anglais. On s'inquiète beaucoup au Mont-Saint-Michel, on fait bonne garde, toute la population est mobilisée, les moines eux-mêmes font le guet la nuit sur les remparts, se relèvent, s'assurer qu'il n'y aura pas une surprise de l'ennemi. On utilise des chiens de guerre aussi, on lâche des chiens de guerre sur les grèves, sur les plages, pour qu'ils aboient si jamais l'ennemi approchait avec des échelles la nuit, prendre la ville par surprise, parce que c'est vraiment la terreur. Il faut imaginer que les gens qui vivent au Mont-Saint-Michel à cette époque-là sont terrorisés à cette idée que pendant la nuit, un petit commando arrive à monter sur les murs, entre dans la ville, et alors là, c'est open fire, c'est-à-dire que la ville est mise au pillage, aucun droit n'est reconnu à la population, les femmes sont violées, les épouses devant leur mari, les filles devant leur père, c'est vraiment épouvantable. C'est la grande angoisse pour les hommes de ce temps-là, et donc au Mont-Saint-Michel, on y fait très attention, c'est vraiment une garde très sérieuse, mais en fait, il n'y a pas vraiment de menace. Les Anglais vont venir occuper un petit îlot qui s'appelle Tomblaine, qui se trouve quelques centaines de mètres du Mont-Saint-Michel, au nord du Mont-Saint-Michel. Ils y passent quelques jours et puis ils sont battus par une armée française. Donc la menace anglaise, en fait, elle reste assez lointaine pendant la première partie de la guerre de 100 ans. Il faut vraiment attendre 1417, quand les Anglais commencent à faire la conquête méthodique de la Normandie. Alors là, le Mont va vraiment devenir une place en frontière des ennemis, encore plus qu'il l'était à l'époque des Navarrais. C'est le dernier bastion fidèle au roi de France, dans une Normandie qui est tout entière passée sous la domination des Anglais, c'est-à-dire des Lancasters. Désormais, on va s'attarder à notre histoire. Le siège du Mont-Saint-Michel en 1424 et l'attaque qui a failli causer sa perte en 1434. Mais si vous aimez l'histoire comme moi, que vous êtes curieux de connaître la vraie histoire du Mont-Saint-Michel et que vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le sujet, je vous invite vraiment à lire les livres de David Fiasson. Vous en apprendrez bien plus sur le Mont-Saint-Michel dans la guerre de 100 ans, et comme vous l'avez entendu, David est un expert en la matière, et nous a permis en quelques minutes d'en apprendre considérablement sur le sujet. Aujourd'hui, nous parlons à la fois à un historien de renom, mais aussi à un réel auteur. Son dernier livre sur la bataille de Crécy a reçu d'innombrables éloges, de par sa précision et ses analyses exceptionnelles. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte de lire son prochain livre qui sort le 22 janvier 2026. Reprenons maintenant le cours de notre histoire. À partir de 1417 jusqu'en 1420, l'abbé Robert Jolivet fait ériger des murailles autour du mont. Et heureusement, car depuis la prise des plus grandes places normandes comme Caen, Rouen ou encore Avranches, le Mont-Saint-Michel devient la dernière place forte normande fidèle au roi de France. Il représente un symbole religieux majeur ainsi qu'un point militaire stratégique. Il contrôle la baie et les routes maritimes, il devient donc une épine dans le contrôle anglais de la Normandie. C'est la seule place normande qui leur résiste encore, et elle sert de refuge aux partisans du roi de France. Mais qu'est-ce qui explique cette résistance exceptionnelle ? Est-ce par la géographie du lieu, les fortifications, la stratégie militaire, le ravitaillement, ou aussi par la dimension spirituelle du lieu ? Alors évidemment, au Moyen-Âge, dans une époque où le catholicisme est flamboyant, où les gens y sont très très attachés, évidemment qu'ils interprètent la résistance comme miraculeuse et du soutien de l'archange. Mais du point de vue de l'historien, il est très clair que la résistance du mont, elle s'explique d'abord par la géographie, comme vous l'avez dit, et par les fortifications. En fait, on a une très belle image du Mont-Saint-Michel au Moyen-Âge
qui se trouve dans les très riches heures du duc de Berry. C'est une enluminure qui représente le Mont Saint-Michel dans son jus autour de 1400 à peu près. Et on voit que le village, cette enluminure, n'a pas de rempart. Il y a simplement un alignement des maisons les plus excentrées qui sont toutes alignées les unes avec les autres, et ça fait une espèce de rempart de fortune avec les murs des maisons. Vous imaginez bien que ça, un coup de canon, avec les canons très performants qui commencent à apparaître au début du 15e, ça résisterait pas à un seul coup, une volée de canon, et le mur volerait en éclats. Sauf que, à partir du moment où les Anglais envahissent la Normandie, 1417, l'abbé du Mont-Saint-Michel, qui s'appelle Robert Jolivet, qui a très mauvaise presse parce qu'il a fini par se rallier aux Anglais, mais à l'époque, il soutient du roi de France, et donc il organise la défense de son village contre les Anglais. Il lance la construction d'une enceinte qui n'est pas très haute. Quand on visite le Mont-Saint-Michel, on est souvent surpris parce que le rempart ne monte pas très haut, mais les murs sont vraiment très épais. En fait, c'est vraiment conçu pour résister aux canons. C'est pour ça que ce mur a été construit. Il a une épaisseur qui est vraiment très importante, 2,2 mètres d'épaisseur pour le mur, plus de 3 mètres pour les tours. Donc c'est vraiment très épais pour les standards de l'époque, et c'est vraiment pensé pour résister aux canons. Il faut imaginer que le mont, évidemment, à marée haute, il est recouvert par la mer 2 fois par jour. Donc amener des canons pour percer une brèche, c'est vraiment un gros défi. Si le mur est très épais, avec la marée qui revient 2 fois par jour, ça décourage les Anglais. C'est vraiment pour ça que les Anglais n'essayent même pas, il n'y a pas la moindre tentative dans les premiers temps. Il faut attendre, comme vous l'avez dit, 1424, pour que les Anglais essayent de s'emparer du mur. Pourquoi 1424 ? Parce qu'ils viennent de remporter une grande victoire sur les Français à Verneuil, et du coup ils n'ont plus rien à redouter sur leur frontière sud. Ils ont vraiment les mains libres, et ils se disent c'est le moment ou jamais de s'occuper du Mont-Saint-Michel. Alors ils vont pas percer de brèche, ils vont pas amener des canons parce que c'est trop compliqué avec les marées. Ils vont essayer d'asphyxier le mont en construisant des petites fortifications, ce qu'on appelle des bastilles, pour l'étouffer du point de vue du ravitaillement. Ils vont construire une fortification à Tomblaine, sur le petit îlot. Ils vont construire une autre fortification au sud à Ardevon. Alors à Ardevon, aujourd'hui, c'est un peu perdu au milieu des terres, on a du mal à comprendre pourquoi ils sont installés là. À l'époque, la mer allait jusqu'à Ardevon. C'était vraiment le rivage. La baie s'est ensablée depuis, mais à l'époque, c'est le rivage. Et donc, vous avez ces deux bastilles qui coupent la route nord et la route sud au Mont-Saint-Michel. Et vous avez une flottille anglaise qui est installée dans la baie pour empêcher le ravitaillement par voie de mer à marée haute. Vous avez vraiment le Mont-Saint-Michel qui, à ce moment-là, est en grand péril. C'est vraiment le moment où il a failli basculer, être obligé de se rendre. Il est asphyxié sur le plan du ravitaillement. Alors avant de continuer, faisons un petit point. À partir de 1423, Henri V ordonne au Mont-Saint-Michel de se rendre. En accord avec sa garnison, évidemment, le comte d'Aumale, Jean-Louis d'Harcourt, refuse. C'est à partir de là que les Anglais commencent à fortifier l'îlot de Tomblaine, qui commande le principal accès terrestre à marée basse du mont. Henri V envoie donc 120 hommes pour tenir le fort, commandé par Thomas de Scalès, qui est un capitaine expérimenté. Par la suite, en 1424, grâce à leur prise de Tomblaine, les Anglais peuvent consolider leur présence dans la baie. Ils reçoivent en renfort 130 hommes de plus, et construire à quelques kilomètres 2 bastilles de siège, le mont Rochard et le mont de l'Hôpital, qui servent à verrouiller les accès terrestres, notamment pour empêcher les renforts français de possiblement reprendre Tomblaine, éviter les ravitaillements par la côte et toute tentative de libération depuis Avranches ou le Cotentin. Elles fonctionnaient comme des postes de contrôle fortifiés, mais servaient également à stocker les vivres, les armes et pièces d'artillerie ou même des blessés. Les Anglais finissent par bloquer aussi la voie du sud, en construisant une bastille en bois à Ardevon, comme vous l'avez entendu précédemment. Fort heureusement pour le mont, le contrôle qu'elle exerce n'est pas assez efficace et n'empêche pas tous les passages. Les Montois sont activement soutenus par Charles VII et les places fortes qui lui sont restées fidèles, en Mayenne notamment, ainsi que par le duc de Bretagne, Jean V, qui organise un ravitaillement maritime par le port, tout proche de Saint-Malo. Le mont Saint-Michel est maintenant commandé par Louis d'Estouteville, qui mettra tout en œuvre pour défendre le mont. Il va devoir son salut aux Bretons, qui vont montrer par le port de Saint-Malo un soutien au mont Saint-Michel. Le duc de Bretagne, lui, il nous voit un petit peu entre les deux partis, français et anglais, il prend pas trop parti, ou plutôt il change de camp d'une année sur l'autre. Mais Saint-Malo, c'est le port corsaire qui est toujours contre les Anglais, toujours pour les Français. Et donc c'est le petit frère, le grand frère plutôt du Mont Saint-Michel, et il y a une espèce de cordon ombilical qui relie le mont à Saint-Malo. Et donc en 1425, Louis d'Estouteville, dont j'ai déjà parlé, qui va devenir le capitaine du mont, va à Saint-Malo demander du secours en disant il y a une vingtaine de bateaux qui empêchent le passage dans la baie, il faut absolument réunir une flotte pour s'en débarrasser. Alors
faut comprendre que les sièges au Moyen-Âge sont pas imperméables. Faut pas imaginer que c'est Oui. impossible de sortir du Mont-Saint-Michel. On navigue assez facilement. Les forteresses de Tomblaine et d'Ardevon, elles empêchent les convois de nourriture de passer, mais une personne à cheval n'a aucun problème à traverser les lignes. Les fronts ne sont pas du tout étanches. Et donc Louis d'Estouteville sort du Mont, va à Saint-Malo, demande qu'on réunisse une flotte, et c'est ce que font les Malouins, et ils vont briser le blocus. Alors les sources qu'on a sont des sources bretonnes qui sont peut-être un peu déformées pour essayer de glorifier l'épisode. Bien sûr. Ils nous disent que les Bretons avaient des tout petits bateaux et les Anglais des très gros bateaux. Bon, peut-être que c'est fictif, on n'en sait rien. On ne connaît même pas le nombre des bateaux qu'avaient les Bretons. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que les Bretons ont gagné. La flotte anglaise a été envoyée par le fond et le ravitaillement a pu revenir par la mer au Mont-Saint-Michel. Le mont a été sauvé. Ça, c'est la première tentative anglaise, 1424-1425, qui montre l'importance de la mer dans cette résistance du Mont-Saint-Michel. C'est en juin 1425 que les Anglais sont battus par la mer. Mais juste avant, en mai, les Montois tentent une attaque en collaboration avec le baron de Coulons, qui arrive par les terres avec la garnison de Mayenne, et prend les Anglais à revers. Les Français capturent à cette occasion Nicolas Burdett, bailli de Cotentin pour les Anglais, qui organisait le siège. On sait que les Anglais tentaient de temps à autre des attaques terrestres ou à coups de canon. Évidemment, les murailles étaient trop épaisses et la distance rendait les canons inutiles. En revanche, les attaques de Louis d'Estouteville étaient rares, mais toujours concluantes. Il pouvait arriver avec des petits groupes de guerriers, attendre la marée haute, puis profitent de la baisse soudaine de l'eau pour foncer sur les positions anglaises, piller leurs vivres et revenir avant que la mer ne monte. Les Anglais les surnommaient les Diables du Mont. La marée a évidemment joué un rôle énorme dans cette résistance. L'un des moments les plus célèbres est celui d'une troupe anglaise qui tente d'atteindre le mont à marée basse, lourdement équipée, mais la mer ce jour-là revient plus tôt que prévu. Les chevaux s'enlisent, les hommes paniquent et la plupart sont engloutis vivants. Les défenseurs y voient un signe du ciel et l'événement est célébré comme un miracle de Saint-Michel. Certains chroniqueurs parlent de plus de 200 Anglais perdus dans les sables mouvants. Mais quel a été l'élément déclencheur qui mena les Anglais à la déroute ? En marée basse, par ce qu'on appelle la grève, les Anglais avaient pour coutume d'y faire descendre des hommes d'armes et porter leur excursion jusque sous les remparts du Mont-Saint-Michel. En novembre 1425, Louis d'Estouteville songea à diminuer l'assurance des Anglais et porta un coup qu'il n'était pas prêt d'oublier. Les Anglais, descendus en grand nombre sur la plage, profitaient de la marée basse pour progresser sur la grève. Louis d'Estouteville prena donc les armes avec tous ses guerriers et attendent que les Anglais se rapprochent assez. Le risque est très grand, mais l'effet de surprise jouera en leur faveur. Le signal retentit. Toutes les forces montoises sortent et s'abattent sur leurs ennemis par surprise, avec une telle rapidité qui leur assura une victoire fulgurante et faisait un grand nombre de prisonniers. Les Anglais en fuite se retranchent donc dans leur camp, et après leur attaque ratée, due aux marées, à la défaite navale et au courage des défenseurs du mont, les Anglais stagnent principalement dans leur garnison d'Ardevon et de Tomblaine. Et depuis ce jour, le mont est souvent présenté comme un symbole de résistance. Mais au-delà de la légende, quelle a été son importance réelle pendant la guerre de 100 ans ? Était-ce à la fois militaire, politique ou plutôt morale ? Alors effectivement, c'est très important de distinguer le réel et l'imaginaire. Et en fait, il faut comprendre que, paradoxalement, c'est dans le réel que le Mont-Saint-Michel a été le plus important, alors que l'imaginaire l'a un peu laissé de côté. Ce qui est magnifié à l'époque, c'est la résistance d'Orléans. C'est Jeanne d'Arc, évidemment, c'est la figure qui fascine. Et tous les historiens du XVe siècle parlent beaucoup de Jeanne d'Arc, mais très très peu du Mont-Saint-Michel. Et pourtant, dans la réalité, le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment un cauchemar. Je suis pas en train de dire qu'il est plus important que Jeanne d'Arc, mais je veux dire qu'il a vraiment de l'importance en Normandie. D'abord, la garnison est beaucoup plus importante que ce qu'elle était au début de la guerre de 100 ans. Au début de la guerre de 100 ans, je vous ai dit, c'est une dizaine de soldats. C'est vraiment très faible. En 1420, il y a 300 soldats en permanence au Mont-Saint-Michel. Et il faut imaginer qu'il y a un personnel auxiliaire. C'est-à-dire que chaque chevalier a un page et un valet de guerre à son service. Chaque arbalétrier deux arbalétriers ont un servant en commun en général. Donc ça veut dire, en gros, il y a 700 personnes au Moyen-Âge qui tiennent garnison. C'est vraiment considérable. À l'époque, par comparaison, les Anglais ont des effectifs en Normandie qui oscillent, selon les années, selon l'intensité de la menace, entre 2000 et 7000 hommes. Donc vous voyez, 300 soldats au Mont-Saint-Michel, c'est vraiment considérable. Et les Anglais doivent disperser leurs forces. Comme ils contrôlent toute la Normandie, il faut qu'ils les divisent et qu'ils les répartissent en garnisons un peu partout, alors que les Français ont cet avantage au monde de pouvoir se concentrer au même endroit. Et ça va leur permettre vraiment d'être un cauchemar pour les Anglais en Normandie et peut-être aussi un fléau pour les Normands. Il faut imaginer que tous les jours, il y a des petits groupes de soldats qui sortent du Mont-Saint-Michel
qui vont dans des villages de Basse-Normandie et qui disent aux paysans, ben voilà, vous avez le choix, ou bien vous nous payez un impôt de guerre, ce qu'on appelle un aplati, ou alors on crame tout. Et ce système-là, qui est un système de raquette, en fait, pour dire clairement, s'applique chaque année à une bonne partie de la Basse-Normandie. Il faut imaginer que jusqu'au village qui se trouve du côté de Caen, de Falaise, de Domfront, donc sur en gros 100 km à la ronde, tous les villageois sont obligés de payer cet impôt corsé, l'apathie au Mont-Saint-Michel, alors qu'ils sont sujets du roi d'Angleterre, et donc ils payent des impôts au roi d'Angleterre. C'est vraiment la double peine. Ils payent aux Français et aux Anglais. C'est un peu comme ça qu'on peut définir un pays de frontière. C'est ceux qui sont obligés de payer aux deux pouvoirs qui se font la guerre. Ça, c'est ce qui se passe sur la terre. Il faut imaginer qu'en plus, le Mont-Saint-Michel, c'est un port de corsaires à cette époque-là. Que comme la plupart des ports de la côte de la Manche sont sous contrôle anglais, il y a seulement 2 ports dans lesquels les corsaires français peuvent s'abriter. C'est Saint-Malo en Bretagne, qui est très connu, et le Mont-Saint-Michel en Normandie, qui est moins connu. Mais il faut imaginer qu'il y a une flottille corsaire là-bas, et que ces corsaires se font une spécialité d'arraisonner les navires de commerce anglais ou normands, de confisquer leur cargaison, de rançonner leur équipage, donc en tirer beaucoup d'argent. Pour les marchands qui sont plus prudents ou qui sont échaudés par une précédente prise, il est possible d'acheter ce qu'on appelle un sauf-conduit, c'est-à-dire un passeport. Vous faites un gros chèque, capitaine du Mont-Saint-Michel, et en échange, il vous donne un certificat. Si jamais un bateau vous arrête sur la Manche, vous montrez le certificat et normalement, on vous laisse tranquille. Ça, c'est vendu à prix d'or, et il faut imaginer que ça va faire de Louis d'Estouteville, qui est le capitaine du Mont-Saint-Michel à cette époque-là, 1425-1460, il va à sa mort, être considéré comme l'homme le plus riche de France en argent comptant. Pourquoi ? Eh bien, parce que il prélève son pourcentage sur les gains de guerre de ses soldats. Donc, sur terre et sur mer, tous les soldats qui rançonnent des gens, qui capturent du butin, en versent un pourcentage à leur capitaine. Et on sait par une source que j'ai retrouvée, qui est un procès à propos de l'héritage de ce capitaine, on sait que dans un seul de ses coffres, il avait 25 000 pièces d'or. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire des comparaisons en euros, mais globalement, pour les auditeurs, pour avoir une base de comparaison, c'est en gros 25 millions. 25 millions d'euros. Oui. On reconnaîtrait que c'est de belles économies pour un homme de guerre qui a vraiment fait de la guerre un business. Au fond, c'est un entrepreneur de guerre. C'est quelqu'un pour qui le Mont-Saint-Michel rapporte beaucoup d'argent. Et il faut imaginer que tous les soldats du Mont-Saint-Michel prélèvent leur pourcentage là-dessus. Il y a une sorte de ruissellement. Même le simple archer, il gagne beaucoup plus que ce que gagnerait un ouvrier à la même époque grâce à ce rançonnement, cette mise en coupe réglée de la Normandie et de la Manche. Quand je dis la Manche, ça va jusqu'au rivage des Pays-Bas. On a des plaintes des marchands des Pays-Bas qui disent que les corsaires du Mont-Saint-Michel leur font la vie dure. On a même des plaintes de la Ligue hanséatique, les villes du nord de l'Allemagne, qui disent que les eaux des Pays-Bas sont infestées de corsaires du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment une menace qui déborde le rocher. Il ne faut pas imaginer le Mont-Saint-Michel comme juste un rocher isolé en Normandie. Il projette vraiment son ombre sur la Normandie et sur l'intégralité de la Manche et même une partie de la mer du Nord. Cela dit, vous conviendrez que c'est quand même pas très héroïque. Les soldats, les chevaliers qui rançonnent des paysans et qui leur mettent le couteau sous la gorge, c'est pas très héroïque. Donc c'est pas vraiment une guerre à laquelle on va donner beaucoup d'écho. Pendant le siège d'Orléans, au contraire, il y a vraiment une émotion dans le royaume de France où tous ceux qui soutiennent encore le roi de France, ce qu'on appelle le royaume de Bourges, parce que Paris est occupé par les Anglais, donc la capitale c'est Bourges, les habitants du royaume de Bourges se cotisent jusqu'à leur dernier sou pour envoyer de l'argent, de la poudre, des armes à Orléans. Il y a vraiment une grande solidarité dans le royaume autour d'Orléans. Il n'y a rien de tel pour le Mont-Saint-Michel. Les chroniqueurs, même ceux qui sont des propagandistes de Charles VII, du roi de France, ils évoquent presque jamais le Mont-Saint-Michel. Alors, il est possible que la réalité nous échappe en partie. Il faut penser qu'il y a des pèlerins qui continuent d'aller au Mont-Saint-Michel pendant la guerre. Les Anglais prélèvent leur péage, en quelque sorte, mais vous venez du Poitou fidèle à Charles VII, vous payez un sauf-conduit aux Anglais et vous pouvez vous rendre au Mont-Saint-Michel. Ça paraît un peu bizarre. Nous, on n'imaginerait pas la garde 14, des gens qui traversent les lignes à pied, mais à l'époque, ça se fait. En fait, ces pèlerins, on peut imaginer que eux ont un sentiment national et patriotique beaucoup plus fort. C'est-à-dire que les médailles de pèlerinage qui sont vendues, vous imaginez bien que les gens qui vivent au Mont-Saint-Michel, il y a des pêcheurs, mais il y a beaucoup de gens qui vivent du pèlerinage. En fait, c'est ça qui leur apporte de l'argent pour vivre. Et donc, ils vendent des cierges à brûler dans l'église, et puis ils vendent aussi des médailles. Et on sait qu'à cette époque-là, il y a des médailles qui représentent Saint-Michel
la main posée sur un bouclier à 3 fleurs de lys. C'est vraiment la symbolique. Saint-Michel protège la France. Le pèlerin qui achète ça et qui rentre chez lui, est-ce qu'il repart pas avec l'idée que, de la même façon que Saint-Michel protège le mont et le conserve pour le roi de France, de la même façon Saint-Michel protège le royaume et empêchera sa conquête par les Anglais. C'est tout à fait possible que ces pèlerins véhiculent une idéologie qui n'apparaît pas dans les sources, parce que ce sont des gens qui ne laissent pas de traces écrites, mais c'est tout à fait possible que ça ait eu une importance, et notamment ça pourrait expliquer pourquoi Jeanne d'Arc dit que l'une des voix qu'elle entend, c'est Saint-Michel. Pourquoi est-ce qu'elle dit avoir entendu Saint-Michel ? C'est peut-être parce que des pèlerins sont revenus à Domrémy en racontant ce qui s'était passé au Mont-Saint-Michel. Jeanne d'Arc en a entendu parler, et c'est possible que ce soit pour cette raison qu'elle évoque Saint-Michel parmi ses voix. Mais encore une fois, on manque vraiment de sources. Les historiens du Moyen-Âge ont moins de sources que sur la carte 14. Je terminerai en évoquant les motivations spirituelles que vous évoquiez. Oui. Est-ce que les défenseurs du mont ont le sentiment de se battre avec l'appui de Saint-Michel contre des Anglais qui seraient des espèces de suppôts du diable ? Oui. C'est tout à fait possible. Il y a une anglophobie qui est vraiment très très forte en France à la fin du Moyen-Âge. On est persuadé que les Anglais sont de véritables animaux. Il y a une légende qui dit que l'évêque qui avait été envoyé pour convertir les Anglais au christianisme était très mal reçu par les Anglais. Donc il est reparti, et depuis le bateau qui le ramenait sur le continent, il aurait envoyé une malédiction. Il aurait jeté un sort aux Anglais qui naîtraient tous avec une queue en bas du dos. Donc l'Anglais n'est plus un être humain, c'est un être qui est quelque part entre l'animal et l'être humain. C'est un personnage qui est violeur aussi. Ça, c'est un lieu commun très important de l'anglophobie au Moyen-Âge. On est persuadé que les Anglais n'ont qu'une idée en tête, c'est de violer les femmes, y compris les femmes mariées, les vierges, les religieuses, les bonnes sœurs. Les chroniqueurs insistent beaucoup là-dessus, alors que bien sûr les Français violent aussi, mais quand on lit les chroniqueurs, on a l'impression que c'est une spécialité anglaise. Il y a vraiment une anglophobie, on est persuadé que les Anglais font le mal pour le mal. Il y a un auteur qui dit que les Anglais sont prêts à avoir les 2 yeux crevés à condition que leurs voisins en perdent un. Il y a vraiment cette idée que l'Anglais est très mauvais, il est diabolique, il est perfide. Donc ça, je pense vraiment que l'idée que nous les Français, on est les défenseurs du bien autour de Saint-Michel contre les soldats du mal qui sont les Anglais, c'est une idée qui peut être présente. Cela dit, j'ai trouvé une mention d'un homme d'armes qui a eu une aventure un peu exceptionnelle. Il s'appelle Jean Lebrun, et sur les plages, sur les grèves devant le Mont-Saint-Michel, il est cerné par un groupe d'Anglais qui l'attaque à coups de lance, et il reçoit un coup de lance à travers les génitoires. Est-ce qu'on dit à travers les génitoires? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les testicules, les bourses, oui, bien sûr. Et notre Jean Lebrun a finalement été dégagé par ses amis. Il a survécu, et il a peut-être conservé ses fonctions viriles. En tout cas, il était très content de cet épisode, parce qu'il est allé remercier Saint-Michel de l'avoir protégé. C'est normal, c'est un défenseur du Mont-Saint-Michel, il lui arrive un sale coup, il s'en sort bien, il va remercier Saint-Michel. Mais ce qui est intéressant, c'est que la lance qui l'a frappé dans les parties sensibles, il est allé la rapporter en pèlerinage à Sainte-Catherine de Fierbois, c'est-à-dire en Touraine, dans un autre sanctuaire très important. Encore une sainte dont Jeanne d'Arc dit avoir entendu les voix, Sainte Catherine de Fierbois. Autrement dit, pour ce Jean Lebrun, peut-être que la protection à laquelle il croyait le plus, c'était pas Saint-Michel, c'était Sainte Catherine. Ça permet de relativiser un peu cette importance de Saint-Michel, même si je veux pas la nier. Après cet épisode peu connu de 1424, passons à l'attaque de 1434, celle qui a bien failli conduire le Mont aux mains des Anglais. Louis d'Estoudeville lui encore a repoussé, à la tête de 118 autres chevaliers, une armée anglaise, bien supérieure en nombre. On parle de 4000 hommes, ce qui dépasse de loin les défenseurs du Mont. Alors attention, aujourd'hui on parle de potentiellement 4000 hommes, en se basant sur les estimations actuelles et en comptant les garnisons de Basse-Normandie qui envoient des détachements, puis les garnisons locales comme Ardevon et Tomblaine. Et on compte également les hommes débarqués d'Angleterre en renfort. Thomas de Scalès a donc sous ses ordres approximativement 4000 hommes pour attaquer le Mont. Si je vous dis tout ça, c'est parce que certaines sources que l'on trouve facilement sur internet parlent de 20 000 hommes sous ses ordres, ce qui est totalement invraisemblable, car déjà la logistique ne le permettrait pas, la nourriture, les chevaux, on compte également que les effectifs normands et anglais ne dépassent pas 8 à 10 000 hommes confondus. Et puis, 20 000 hommes déplacés pour ce qu'ils considèrent comme un simple îlot fortifié, protégé par peu de résistants, auraient été totalement démesurés. Et si c'était arrivé, on aurait eu des dizaines de chroniques. Si je vous lis un passage de l'un des articles de David Fiasson, on y retrouve ceci. Le sire de Scalès commande 8000 Anglais, mais le manuscrit porte 8000 en chiffres romains, donc V suivi de 3 I.
Et l'auteur du Chronicon Magu ou ses lecteurs mauristes auraient bien fort pu voir des lettres là où il y avait des chiffres romains. Alors, bien entendu, pour l'époque, 4000 hommes reste colossal, compte tenu du nombre de défenseurs au Mont-Saint-Michel. Mais je tenais à éclaircir ce point important. Mais alors, comment s'est déroulée l'attaque de 1434 ? Le régent Bedford, affaibli politiquement, a besoin d'un succès militaire net. Lord Thomas Scales reçoit donc l'ordre de reprendre le mont par un assaut direct, chose jamais tentée. Scales choisit une période de marée décroissante, espérant ouvrir une brèche un jour de morte eau. Condition indispensable pour assaillir les murailles sans être noyé par le flux. Une période de 8 jours consécutifs où le mont cesse d'être une île. On est 10 ans plus tard, et cette fois, les Anglais font le pari de prendre le mont d'assaut en attendant que les marées soient le plus faibles possible. Donc ils attendent le mois de juin, avec les marées à l'équinoxe. Donc au mois de mars, elles sont les plus fortes, mais au solstice, elles sont les plus faibles. Donc autour du 17 juin, les Anglais vont amener des canons, creuser des tranchées. Il faut imaginer que ces tranchées sont recouvertes par la mer 2 fois par jour. Il faut des galeries pour les consolider, pour les étayer. C'est vraiment un travail titanesque qui a dû mobiliser des milliers d'ouvriers. Ils amènent les canons à 200 mètres des murs. Et là, ils font tirer leurs canons 1 fois, 2 fois, 3 fois, compter 1 coup par heure à peu près. Évidemment, comme il y a la marée, on peut pas en tirer beaucoup par jour, ça fait vraiment de grosses limites. Mais au bout d'une semaine, ils arrivent à percer une brèche et ils se lancent à l'assaut de l'enceinte de Robert Jolivet. Et là, ils sont repoussés par les hommes du Mont-Saint-Michel au niveau de l'actuelle tour de la Liberté. Et ils doivent repartir en courant et tout abandonner sur place, y compris leurs canons. C'est pour ça qu'il y a ces fameuses michelettes, qui sont les 2 canons qui sont exposés. Alors, ils ont été en réparation pendant très longtemps, donc ça fait quelques années qu'on les voit plus au Mont-Saint-Michel, mais probablement qu'ils vont faire leur réapparition dans les mois qui viennent. Comme vous l'avez entendu, les bombardes anglaises martèlent les remparts et détruisent plusieurs maisons du village. Une fois la brèche faite, le 17 juin, jour de Saint-Aubert, père fondateur du mont, les Anglais lancent l'assaut. Ils s'engouffrent dans la brèche, mais Louis d'Estouteville et ses défenseurs les repoussent dans une défense héroïque. Ils se mettent à tirer depuis les tours, utiliser l'artillerie du mont et profitent des ruelles étroites pour y lancer des contre-charges, avec un courage hors norme. Et durant cet assaut, beaucoup d'Anglais sont tués, dont Guillaume Breton, bailli de Caen. Les Anglais n'ont plus l'avantage, et prennent leurs jambes à leur cou, poursuivis par les Montois enragés. Après l'échec de l'assaut, ils renforcent les bastilles d'Ardevon et Tomblaine, pour transformer l'assaut raté en blocus prolongé. Mais une fois encore, les Anglais n'en sont pas à leur dernière surprise. À la fin de 1434, la contre-offensive française arrive. Le duc d'Alençon reçoit alors 6200 livres du roi pour secourir le mont. Ses troupes et celles des insurgés normands entrent dans l'Avranchin et resserrent le siège d'Avranches. Par la suite, le 21 janvier 1435, la bastille d'Ardevon chute, et le mont est définitivement libéré. Le mont démontrera au monde que malgré le nombre ou la puissance de feu, il résistera encore et encore. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de Louis d'Estouteville à la tête de 118 autres chevaliers, ce qui donnera naissance à la légende des 119 défenseurs du Mont-Saint-Michel. Mais étaient-ils réellement 119 ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 119 défenseurs du Mont-Saint-Michel, ce sont ceux dont les armoiries ont été peintes dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour servir de mémoire. Alors, apparemment, elles ont été peintes en 1427. On n'est pas tout à fait sûr de la date, mais apparemment, ce serait 1427. Et donc, ce sont les hommes d'armes de la garnison à ce moment-là. Mais il faut comprendre que, évidemment, s'ils ont des blasons, ce sont des hommes, ou des nobles, ou des bourgeois, ou des gens importants. C'est pas le cas des combattants qu'on appelle les hommes de trait, c'est-à-dire les arbalétriers, qui sont aussi présents dans la garnison, mais eux n'ont pas de blason, et donc on va pas les peindre, on va pas les mettre à l'honneur dans l'abbaye. Donc en fait, il y en a 119, ça veut pas dire qu'il y a 119 soldats dans la garnison, ça veut dire qu'il y a 119 hommes d'armes, mais il faut imaginer qu'à côté de ces hommes d'armes, il y a 150 arbalétriers au moins. Et il faut imaginer que les hommes d'armes, ils ont derrière eux, chaque homme d'armes a un page, donc un gamin de 14-18 ans, et un valet de guerre derrière lui, donc en fait ils sont 3 fois plus. Donc il faut imaginer que c'est vraiment des centaines de personnes qui vivent en garnison au Mont-Saint-Michel. Mais il y a 119 hommes d'armes qui sont passés à la postérité parce que leur blason et leur nom étaient indiqués au Mont-Saint-Michel. Cela dit, on possède aussi ce qu'on appelle des montres. En fait, c'est comme ça que les soldats sont payés. Tous les mois, on les passe en revue. On fait la liste de tous les soldats nominativement. On écrit sur un papier Jean Lebrun, Jean Dupont, Jean Lepelletier.
homme d'armes ou homme de trait, et comme ça on peut procéder au paiement. C'est purement administratif. Et on a quelques-uns de ces papiers qui nous sont parvenus, et on sait qu'il y avait 150 hommes d'armes au Mont-Saint-Michel en 1424 et 150 arbalétriers. Donc ça nous donne l'effectif de 300 soldats, 119 défenseurs. C'est probablement l'étiage bas, là où il y avait le moins d'hommes d'armes possible, mais probablement que la garnison c'est plutôt 300 hommes. Les 119 c'est les plus riches, les plus nobles, ceux qui ont un blason, et ce sont les hommes d'armes par opposition aux simples soldats. Vous connaissez maintenant l'histoire héroïque qu'a vécu le Mont-Saint-Michel dans la guerre de 100 ans. Mais pour conclure, j'ai posé une dernière question à David. Car dans d'innombrables textes, on y voit l'attaque de 1434, mais très peu d'histoire sur le siège qui a duré tout de même 1 an. Près de 10 ans avant, avec des combats et une résistance exceptionnelle. Alors pourquoi cet épisode pourtant extraordinaire reste-t-il si peu connu du grand public ? Est-ce dû à des batailles plus importantes en termes de moyens et d'effectifs, comme l'attaque de 1434, tout aussi héroïque mais surtout spectaculaire au vu de la différence de rapport de force ? Ou est-ce simplement une différence de sources retrouvées ? Mais surtout, qu'est-ce que le Mont-Saint-Michel symbolise encore aujourd'hui, près de 6 siècles plus tard ? Alors, la principale explication au peu de notoriété de cet épisode, c'est vraiment le manque de sources. Oui. Les grands personnages de la guerre de 100 ans, on peut citer Jeanne d'Arc, on peut citer Du Guesclin, ce sont des gens qui sont connus parce qu'il y a des textes. Du Guesclin, de grands auteurs de l'époque s'en sont emparés, Jean Froissart, le grand chroniqueur, Cuvelier, qui est un poète, et ils ont transformé ce chef de guerre tout à fait excellent en un véritable mythe. On en fait le 10e preux, l'égal d'Alexandre le Grand, l'égal du roi David, l'égal du roi Arthur. Donc il aurait fallu qu'un chroniqueur fasse le récit de la résistance du Mont avec beaucoup plus de détails que les quelques lignes qui nous sont parvenues. Cela dit, je pense qu'il faut vraiment souligner que après la guerre, il y a une valorisation. C'est-à-dire que incontestablement, ces tentatives anglaises de prendre le Mont sont mal connues dans l'histoire immédiate. Il y a peut-être une autre raison aussi, c'est que le duc de Bretagne, au moment de combat naval, est plutôt dans le camp anglais. Il est en train de changer de camp, en fait. Il est en train de passer du camp anglais au camp français, donc il n'est pas encore vraiment mouillé. Probablement que s'il avait été dans le camp du roi de France, les chroniqueurs au service du duc de Bretagne auraient fait beaucoup plus de cas de cet épisode et l'auraient beaucoup plus détaillé. Là, du coup, ça fait du Mont une espèce d'isola qui est moins facile à connaître. Et c'est vrai aussi que 1434, je dirais pas que c'est 1434 qui éclipse 1424, oui. Les deux sont mal connus. 1434 un peu moins, parce qu'on a une chronique qui donne quelques détails, mais c'est quand même pas la folie comme le siège d'Orléans. Bien sûr. Mais il faut vraiment imaginer que après la guerre de 100 ans, par contre, l'épisode va être valorisé. Le roi Louis XI, qui est le fils de Charles VII, le fils du vainqueur de la guerre de 100 ans, crée un ordre de chevalerie qui est une espèce de légion d'honneur du Moyen-Âge, qu'on appelle l'ordre de Saint-Michel. Et le lieu de réunion de cette confrérie de chevaliers triés sur le volet, il est au Mont-Saint-Michel, et il est bien précisé dans les statuts de création que l'objectif c'est de rendre grâce à l'archange pour le remercier d'avoir protégé la place contre les Anglais. On est quelques années après la réhabilitation de Jeanne d'Arc aussi. À la même époque, on a vu des gens utiliser le thème de Saint-Michel, protecteur du royaume, pour valoriser la sainte, la future sainte, pardon, elle a été canonisée en 1920, pour valoriser la future sainte et dire elle a entendu la voix de Saint-Michel, et Saint-Michel est le protecteur des Français. C'est un thème qui commence à apparaître à la fin du XVe siècle, mais c'est vraiment beaucoup plus tardivement que le sujet va devenir à la mode. En fait, c'est au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on est au lendemain de la guerre de 1870. Les Français ont perdu contre les Allemands. Il y a un très 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 fort nationalisme qui explique largement pourquoi les Français ont tenu pendant la guerre de 14, pourquoi le poilu tout seul dans son trou d'obus à Verdun continue de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche. C'est parce qu'ils ont un patriotisme qui est vraiment ardent, chevillé au corps. Et les historiens de cette époque-là sont tout contents d'avoir cet épisode du Mont-Saint-Michel qui leur permet de valoriser le patriotisme de leurs ancêtres. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je ne vous ferai pas une conclusion à rallonge vide de sens, mais ce que l'on pourra retenir du Mont-Saint-Michel dans cette guerre de 100 ans, c'est que malgré le fait qu'il ait été amené de force dans ce que l'on peut appeler une guerre de pouvoir ou de territoire, nous retiendrons de son épopée un mot: résistance. Que ça soit au travers des mythes et légendes, que l'on y croit ou non, comme l'a dit David, c'est dans le réel qu'il était le plus important. Il est et restera pour le monde qui l'entoure
un symbole de la résistance française. Un sanctuaire perdu et loin du rivage qui, au fil du temps, deviendra et gardera ce titre de forteresse imprenable.